bon déroulement de la journée, nous rappelons aux intervenants qu'ils doivent respecter le temps de communication qui leur a été imparti. Merci. Cette communication veut examiner certaines questions posées par la conférence performée. Vous allez l'entendre non pas telle qu'elle voudrait être entendue, mais perturbée par nos fluctuations d'intention quand, dans une journée d'études, se succèdent des orateurs de 10 à 17 heures. Dans son essai intitulé « Esquisse », Jean-François Bilter propose de se tenir immobile pour remarquer qu'au sein de cette activité réduite se situe une part observante et une part observée. Le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Deux parties qui ne seraient pas de même nature et dont Descartes n'a pas su dire de manière convaincante en quoi elles étaient liées. Ces relations entre corps et esprit demeurant toujours irrésolues, Bilter préfère envisager une entité psychophysique dans son intégralité. Comme l'a rappelé Eva Sayas hier, chez lui, le corps désigne toute l'activité non consciente qui porte l'activité consciente et d'où surgissent une idée, une image ou un mot qui manque. Il n'y a donc pas deux parts séparées, mais une part qui génère l'autre. La conscience, écrit-il, est la part de l'activité du corps qui se perçoit elle-même. D'ailleurs, Bilter remarque que, pour avoir une idée, nous suspendons toute autre activité intentionnelle. Nous attendons que le corps la produise et que la conscience se l'approprie. Le corps est la source de la pensée et la conscience en est réceptrice. Au sein de cette posture holistique, immersion et distanciation deviennent les deux températures d'une même activité. Ce paradigme permet aussi d'intégrer au travail intellectuel deux dimensions souvent négligées, le geste et la sensation. Ce parti pris non dualiste permet de mieux éclairer le statut des connaissances issues des expériences pratiques, reconnues comme des compétences ici, la chirurgie par exemple, et parfois méprisées là où le dualisme cartésien prévaut encore, les études littéraires quelquefois. On voit donc comment la prise en compte du terme de pratique subvertit le cadre initial de ce qu'on appelle recherche dans la sphère universitaire. Notre second axe de réflexion repose sur les travaux de Bernard Stiegler. Aux rétentions primaires, la perception directe, et secondaires, qui sont des souvenirs de ces perceptions, Stiegler ajoute les rétentions tertiaires, qui sont collectives, inscrites sur des supports, et qui deviennent ainsi des vecteurs de transmission. L'enregistrement de cette communication, par exemple. Les rétentions tertiaires influencent également en retour les rétentions primaires. Prenons un exemple. Entendre l'interprète parler pendant qu'il danse est susceptible de faire évoluer d'une part ma compréhension de ce qu'il vit quand il danse, et éclairer un des mécanismes de l'interprétation, et d'autre part, de donner une image de ce que serait un corps pensant et dansant dans le même temps. Selon Lakoff et Johnson, les métaphores sont autant d'analyses de structuration de nos expériences. Leur somme constitue des gestalts, des tout structurés, qui sont le produit des corps et des interactions. La création d'une nouvelle métaphore vivante, créée par la performance, peut alors devenir une référence commune, permettant de mieux cerner une notion qui ne parvient pas encore à devenir un concept. Enfin, la conférence performée nous paraît un modèle pertinent de communication parce qu'elle produit de la théorie au sens propre du grec théorein qui signifie observer. En effet, c'est en observant des phénomènes que la pensée s'organiserait en idées, en concepts plus ou moins abstraits qui permettent de mieux saisir la nature des choses et des êtres. Faire de la théorie, c'est donc créer une scène regardée par des gens qui n'y sont pas eux-mêmes. Prenons l'exemple de l'abécédaire du corps dansant, mené par André Martin, professeur au département danse de l'UQAM. Mis en œuvre à partir de 2006, le projet associe chacune des 26 lettres de l'alphabet à un concept qui interroge le corps dansant de A action à Z 0. La danse et le discours sous la forme d'un essai se mêlent dans chaque proposition scénique, comme un arc tendu entre deux positions extrêmes. D'un côté, l'idée que la danse serait le langage du corps, et de l'autre, la conception d'une danse, incarnation de la pensée. Au départ, j'étais peu convaincu par cette cohabitation entre discours et danse, en tant que spectateur. Il me restait bien peu du texte entendu, ne serait-ce que quelques minutes après la fin du spectacle. Puis, en intégrant ce programme dans une perspective esthétique, j'ai conduit des ateliers du spectateur qui m'ont permis d'élaborer une typologie de métaphores. Leur usage permet de créer des formes nouvelles de référence. Il nous autorise à appréhender le monde réel en fonction de nos interactions avec lui et de créer une alternative aux deux mythes qui s'affrontent, objectivisme et subjectivisme, en valorisant la compréhension nuancée qui définit les sciences humaines. Il découle de ces observations qu'art et science sont les deux Twin Peaks de la cognition. Ils s'organisent en une complémentarité unifiante
qui facilite une compréhension à un niveau et dans un domaine où elle nous est utile. Je vous remercie de votre attention. Voici ce que vous auriez pu entendre si vous n'aviez pas été dans une forme éblouissante. Je repense à Schubert, dont George Steiner disait que, après un récital, quand le public lui posait une question, il reprenait place au piano et rejouait la pièce. C'est pourquoi il me semblait intéressant de vous offrir une seconde version de cette communication. Dans son essai intitulé Esquisse, Jean-François Bilter propose de se tenir immobile pour remarquer que, au sein de cette activité réduite, se situe une part observante Et une part observée. et de là, l'idée d'une partie consciente Et d'une autre qui ne l'est pas. deux éléments dont Descartes n'a pas su dire de manière convaincante en quoi elles étaient liées. Ces relations entre corps et esprit demeurant toujours irrésolues, Bilter préfère envisager une entité psychophysique dans son intégralité. Bilter définit le corps comme l'ensemble des facultés, des ressources et des forces, connues ou inconnues de nous, que nous avons à notre disposition ou qui nous déterminent. Chez lui, le corps désigne toute l'activité non consciente qui porte l'activité consciente et d'où surgisse une idée, une image ou un mot qui manque. Il n'y a donc pas deux parts séparées, mais une partie qui génère l'autre. La conscience est la part de l'activité du corps qui se perçoit elle-même. D'ailleurs, pour avoir une idée, nous suspendons toute autre activité intentionnelle. Nous attendons que le corps la produise, l'intègre et que la conscience se l'approprie. Le corps est la source de la pensée et la conscience en est réceptrice. Cette vision du corps ne disqualifie pas les autres, tels que l'anatomie, le corps représenté, le corps perçu en tant que personne ou le corps comme matériau, de l'art ou de la biologie. Au contraire, cette conception les complète. Ces avantages sont de saisir et d'unifier les expériences de la vie. Au sein de cette posture holistique, immersion et distanciation deviennent les deux températures d'une même activité. La conférence performée permet de les réunir dans le temps et l'espace. La conférence performée, telle que nous la concevons, oblige à un effort de description pour construire une manière claire et distincte d'appréhender les choses, en mettant en relation un sujet, une expérience et une structure qui les relient. Notre second axe de réflexion repose sur les travaux de Stigler. Celui-ci se situe dans le prolongement de la théorie de la perception de Husserl. Dans le flux de la conscience, ce dernier distingue les rétentions primaires, qui relèvent de la perception directe, visuelle ou sonore, puis les rétentions secondaires, qui mémorisent les rétentions primaires pour en faire des souvenirs. Stigler y ajoute les rétentions tertiaires qui sont collectives et inscrites sur des supports, devenant ainsi les vecteurs de la transmission. C'est pourquoi la partition de cette conférence constitue le support de ce savoir incarné. Les rétentions tertiaires influencent également en retour les rétentions primaires de la pensée et de la sensibilité. S'approprier un environnement, s'entraîner sans l'autre, sans l'avoir, sans son soutien. Commencer et ne pas s'arrêter. Marquer avec les mains, écouter mes pieds taper au sol, s'imprégner de la danse. Mon pouce accélère, mes muscles chauffent.
Dans mon corps, les vagues de chaleur sont de plus en plus intenses. Mon front s'humidifie, mes vêtements me collent. J'atteins un certain état où je ne pense plus à rien, plus à la partition. J'agis presque comme un automate. Mécaniquement, mes jambes me soulèvent. Chercher l'unisson. Ne pas lâcher. Se porter l'une l'autre. Les comptes me reconnectent quand je me perds. Dans ma tête résonnent les battements de mon cœur. Surtout ne pas casser le rythme commun. Il faut compter. Continuer de respirer. Compter. Respirer. Compter. Respirer. Compter. Respirer. Compter. Respirer. Ainsi, écouter les interprètes parler pendant qu'elles dansent est susceptible, d'une part, de faire évoluer notre compréhension de ce qu'elles vivent dans ce temps précis, en éclairant un des mécanismes de l'interprétation, et d'autre part, de donner une image de ce que serait un corps à la fois pensant et dansant. 8. Selon Lakoff et Johnson, les métaphores sont des tentatives d'analyse et de structuration de nos expériences. La somme de ces expériences constitue des gestalts, des tout structurés qui sont le produit des corps et des interactions. Ces nouvelles métaphores vivantes créent des références communes à tous les spectateurs, permettant de mieux cerner une notion qui ne parvient pas encore à devenir un concept. Enfin, la conférence performée nous paraît un modèle pertinent de communication parce qu'elle produit de la théorie au sens propre du grec théorein, qui signifie observer. C'est en observant des phénomènes que la pensée s'organise en ensemble d'idées, en concepts abstraits qui permettent de mieux saisir la nature des choses et des êtres. Avec l'abécédaire du corps dansant, André Martin, professeur à l'UQAM, mène un double travail de réflexion et de création. Mis en œuvre à partir de 2006, le projet associe chacune des 26 lettres de l'alphabet à un concept qui interroge le corps dansant, de A action à Z 0. Chaque lettre est convertie en proposition scénique où se mêlent danse et discours. Au départ, en tant que spectateur, j'étais peu convaincu par cette cohabitation entre discours et danse. Il restait bien peu du discours, même quelques minutes après le spectacle. Pour en comprendre les raisons, j'ai conduit des ateliers avec des spectateurs. L'analyse de leurs témoignages a permis d'élaborer une typologie de 4 métaphores performées. Première modalité, un objet esthétique hybride où la danse fait émerger des mots. Les corps et les mots se mêlent, et la danse n'illustre plus le discours. Le corps de Manon venait cristalliser certains mots. La manière dont elle bougeait venait faire sortir les mots, comme un arbre sur lequel les mots sont des branches. Seconde modalité, des convergences, c'est-à-dire une manière de danser un texte ou de dire la danse. Le corps devient illustratif et tente de figurer, illustrer, imager ce que dit le texte. Ou bien, le texte explicite ce que suggère le corps. Dans Mes blessures, l'interprète n'arrête pas de bouger. Et pour moi, la blessure, c'est l'arrêt aussi. Le moment où je ne peux pas bouger. Alors ce moment où elle se met au sol, cette horizontalité, moi ça m'a fait du bien. Elle s'allonge et ça fait sens. Je me suis dit, cet arrêt-là est nécessaire. Il pose des questions. C'est une pause, mais c'est aussi le véritable sens du mot blessure. La troisième modalité est celle des liaisons à découvrir. Au contraire du cas précédent, où la conjonction est fréquemment soulignée par sa superposition temporelle entre corps et discours, c'est ici le caractère contingent et la dimension exploratoire de l'activité du spectateur qui est privilégiée. Les effets de plan provoqués par l'attention créent alors une impression d'indépendance, mais invitent dans le même temps à établir des correspondances, des résonances, des connexions insoupçonnées dans un registre plus large. Je vois la danseuse aller dans le coin en disant « je suis mon genou, je suis mon bassin, je suis mon... etc. » Et en fait pour moi, c'était le temps qui arrivait ici, c'était pas un espace. Avec son geste, j'ai senti qu'elle nous proposait comme un étirement du temps, une sorte de dilatation qui faisait part de son expérience de ce temps étiré, qu'il fallait qu'elle accepte dans son vécu de la blessure. Enfin,
dernière modalité, un paysage intellisensible à investir. Ici, la proposition spectaculaire est conçue comme une invitation à circuler dans une prolifération de lectures possibles, entraînant une spirale de sens. La danse est dans le texte, qui crée un climat propice à la compréhension, à l'interprétation, mais aussi à sa perception formelle. Dans Mes blessures, la danseuse montre des parties de son corps en donnant les dates auxquelles sont survenues ces blessures, comme un moment où le récit, après son déploiement, venait en fait se ramasser en 10 secondes qui contiennent tout le déplié du texte précédent. Ces relations créent une circularité inédite entre science et art. Ces métaphores sont des références nouvelles à la simplicité nécessaire et suffisante. Ça n'est pas parfait, mais c'est assez bien pour que ça marche. Le délai imparti pour préparer cette performance comprenait 6 mois, dont plusieurs de confinement, que nous n'avons pas souhaité passer ensemble pour des raisons à la fois personnelles et sanitaires bien compréhensibles. C'est pourquoi nous n'avons pas trouvé le temps de travailler à la résolution de la question de l'adresse, et notamment de l'efficacité comparée des réceptions de ces deux versions. Nous vous invitons donc à vous performer vous-même en tant que solution, aussi partielle que temporaire, à ce problème méthodologique mineur.